Dans la série Le philosophe et ses questions, l'émission de philosophie de Blandine Kriegel est consacrée à République et libéralisme avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité Juive. Enfin, le philosophe François Guéry. Merci, cher Philippe. J'ajouterais que notre amie Myriam Isabelle Ducrot demeure avec nous pour une question où elle est également très qualifiée, n'est-ce pas, de réfléchir de concert avec tous nos amis. Alors, République et libéralisme. Au fond, le social est-il l'unique moyen de démocratiser la République? Voilà la question que je voudrais poser, n'est-ce pas, après. Car, d'abord, je commence par remarquer un changement d'époque. Je crois que vous serez d'accord avec moi, cher Alexis. À partir de la fin du communisme en Union soviétique, le libéralisme, comme doctrine, comme idéologie, a dominé, au fond, le discours politique intellectuel, pendant quand même un certain temps, des dizaines d'années. Malgré des difficultés pourtant, s'est imposé un autre courant qu'on voit aujourd'hui s'être répandu, le républicanisme. Il était longtemps marginal en France. Je me souviens que Daniel Lindeberg et moi, lorsque nous avions proposé lors d'un colloque du Sénat de nous intéresser à la République, au début des années 70, il nous à la troisième. Non, à la République en général. Il nous a été répondu que non, on savait déjà tout, parce que la République, c'était l'oppression des mineurs de Carmaux et la colonie. Alors depuis, évidemment, les choses ont bien changé. Et il faut d'ailleurs saluer l'avance sur ce point de nos collègues anglo-saxons, n'est-ce pas, dans les années 70, Donald Kelly, John Greville Lagarde Pocock, Quentin Skinner, que nous avons essayé de populariser ici, ont fait des études sur la République, sur le courant républicain, pour l'histoire évidemment anglo-américaine, comme s'opposant, relayant, au fond, le seul libéralisme dont on prétendait qu'il expliquait tout. Et ajoutons que peu à peu, les études républicaines se sont beaucoup développées en France à partir de l'œuvre pionnière de Claude Nicollet. Aujourd'hui, elles battent leur plein, de sorte que même des auteurs qui ont été très marqués, n'est-ce pas, ou baignés par le libéralisme, finalement, un peu comme on disait, n'est-ce pas, dans la Chine de Mao, utilise le drapeau rouge pour combattre le drapeau rouge, se réclament du républicanisme pour finalement sauver leur discours libéral. Alors, donc plusieurs ouvrages paraissent, on l'a vu, n'est-ce pas, sur la République, dont le livre de Jean-Fabien Spitz, dont nous allons maintenant lire la présentation. Donc nous vous écoutons, cher Alexis. Et vous m'autoriserez une remarque en réponse à votre présentation passionnante. Bien sûr, allez-y Alexis. République et libéralisme, le social est-il l'unique moyen de démocratiser la République? Donc cet extrait du dernier livre de Jean-Fabien Spitz. C'est la 4e de couverture. Ah oui, c'est la 4e de couverture. Enfin, c'est un extrait du livre. La République est devenue un mantra du discours politique en France. Réduite à un universalisme de façade et à une laïcité entièrement falsifiée, elle est plus utilisée que pour dissimuler la réalité des fractures et pour tenter de combler le déficit croissant de légitimité auquel se heurte une régulation sociale qui laisse proliférer l'inégalité et précarise les existences. On oublie ainsi le sens premier du projet républicain, créer une société qui soit la chose de tous, une société dont la légitimité tient à sa capacité à instituer et à entretenir entre les citoyens des rapports d'indépendance mutuelle et de non-domination. Mais à l'âge du capitalisme avancé, cette égalité ne peut plus reposer seulement sur celle des droits personnels. Elle exige des droits sociaux, solides et efficaces qui garantissent à chacun les bases d'une existence autonome. Droit à la santé, à l'éducation, au logement, à un emploi et à un revenu décent. À l'égalité des indépendances, qui suppose la maîtrise des intérêts particuliers, les nouveaux intégristes substituent une forme imaginaire de subordination du privé au public, l'égalité abstraite devant la loi, l'aveuglement aux différences et aux formes de domination qui les accompagnent. Désormais, la définition entre guillemets culturelle de la République par l'effacement des différences identitaires se substitue à la définition sociale de la République. Cela revient à nier que dans une société complexe, une telle égalité ne peut être atteinte que par la reconnaissance des obstacles spécifiques auxquels les individus sont confrontés. Alors avant peut-être je rebondis sur votre présentation qui était passionnante. C'est la question de la génération. C'est-à-dire je pense, mais on en débattra,
toute votre génération a combattu pour l'existence des idéaux républicains, et c'est une victoire retard en quelque sorte de votre génération si on globalise, vous voyez, la picture. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'importation de la pensée des anglo-saxons, c'est aussi vous, c'est Régis Debray, c'est Alain Finkielkraut, c'est beaucoup de personnes qui dans l'espace public ont porté ces idées. Oui, merci Alexis, vous avez tout à fait raison. Alors, avant de vous proposer ma lecture, ma compréhension au fond de cette quatrième de couverture, corroborée évidemment par la lecture du livre, je voudrais dire, pour commencer, que tout ce qui concerne l'analyse, n'est-ce pas, de la crise sociale qui a traversé la République, me paraît très juste et très bienvenu, et en particulier à partir des études économiques qui montrent qu'il y a un recul effarant, n'est-ce pas, des revenus du travail par rapport aux revenus du capital. Bon, nous connaissons tous la crise des Gilets jaunes, il y a une crise sociale, il y a une crise de la République. Mais j'en reviens au fond au texte que j'ai lu, nous le donnons à nos auditeurs, mais que j'ai lu en regard avec l'ouvrage. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, tout le monde l'aura compris. D'abord, évidemment, le titre, n'est-ce pas, d'une approche morale de la question de la République. Quelles valeurs? On aurait pu imaginer une approche politique. Quels principes, quelles lois, quelles institutions? Mais surtout, c'est le deuxième point qui saute aux yeux, une critique, une volonté de démystification du discours républicain qui repose, selon Jean-Fabien Spitz, sur, au fond, un universalisme de façade, une égalité abstraite, une laïcité falsifiée et l'oubli du social. Là, je cite le texte, n'est-ce pas? À quoi il oppose une définition et une nouvelle approche de la République. Alors, je vais commencer par la fin, n'est-ce pas, c'est parce que ça me paraît plus facile. Je commence par la définition proposée par Jean-Fabien Spitz, parce que elle commande, à mon sens, au fond, tout le reste. Voici comment il définit la République. Une conception, sa conception de l'histoire de la République, et comment aussi il définit son histoire. D'abord, sa conception. La République, dit-il, c'est le nom du régime politique et social qui donne une réalité à l'indépendance réciproque que les républicains anglo-saxons contemporains ont appelé non-domination. Ou encore, je cite encore, un discours politique fondé sur l'idée d'égalité politique, parce que la nature ne fait pas de subordination entre l'homme et l'homme. Bref, la non-subordination, selon lui, je cite encore, est le sens du projet politique. Alors, vous voyez, cette conception, il n'en fait pas mystère, est tout entière empruntée à la tradition du libéralisme anglo-saxon, que Spitz connaît très bien, qu'il a étudié, si vous voulez, au fond, qu'elle repose sur la société des individus et de leurs droits. Mais je remarquerai d'emblée, ça, parce que ça m'a quand même beaucoup frappé, que c'est une conception, au fond, tout à fait restrictive de la République, parce qu'elle laisse de côté l'État, ses institutions, et en particulier, au fond, tout ce qui est politique dans la République. D'ailleurs, même l'étymologie nous guide, la chose commune, le bien commun, l'intérêt général, bref, le commun de la République, c'est-à-dire le politique, l'État, les institutions, la loi et le droit. Il n'en est, au fond, c'est hors sujet dans ce livre. Deuxièmement, alors évidemment, c'est consonant avec l'histoire qu'il nous fait de la République. Une histoire qui est très courte, c'est-à-dire que pour lui, l'histoire de la République commence avec le libéralisme, avec les Lumières, se cristallise à la Révolution, et là encore, n'est-ce pas, c'est d'autant plus étonnant que je crois que Myriam Isabelle ne me démentira pas sur ce point. Au fond, là, depuis un demi-siècle, on a eu vraiment un développement tout à fait remarquable de l'histoire des idées politiques, de la philosophie politique, disons de l'Antiquité à nos jours, mais essentiellement centré sur la République moderne, de la Renaissance à la Révolution, et que c'est extraordinaire de passer tout ça sous silence. Et je n'en veux, si vous voulez, pour confirmation que ce que nous dit Jean-Fabien Spitz, il attribue à John Rawls au fond la paternité du terme d'humanisme civique, qui en fait, que tous les historiens en fait, si vous voulez, oui, imputent à Hans Baron lorsqu'il a étudié la République de la Renaissance. Et à l'apogée de Weimar. Et il la cloue immédiatement au pilori. Il affirme, n'est-ce pas, qu'au fond, cet humanisme civique
eh bien, sa veine républicaine ne regarde que le passé et non vers l'avenir, parce que, dit-il, elle ne s'intéresse pas au monde de la production et des échanges. Alors, donc, vous voyez, évidemment, avec cela, tout le droit politique, n'est-ce pas, tout ce qu'on appelle la politique, tout ce que, eh bien, est évacué. Alors, revoici le social. Bon, alors, quelques mots sur le social, puisque là aussi, il existe un projet qui a toute ma sympathie, qui est celui de Jean-Fabien Spitz, qui n'est pas absolument neuf, parce qu'il était celui des libéraux comme John Rawls. Il faut rappeler que le libéralisme a une connotation de gauche, n'est-ce pas, dans la trajectoire américaine, alors qu'en France, il a toujours été connecté avec la droite conservatrice. Mais, eh bien, c'est l'idée qu'il faut effectivement faire une place à ce qu'on a appelé ici en France l'État-providence, autrement dit la redistribution, et qu'il faut faire une place au social. Et là, il y a des pages que je trouve très bienvenues à la fin de ce livre sur les propositions de Louis Blanc, enfin toute l'instauration, si vous voulez, du droit du travail et du droit social. Mais là aussi, je remarquerai deux choses. D'abord, ce droit du travail, ce droit social, cette question sociale qui est apparue au XIXe siècle, l'invention du social en 1848, comme avait dit naguère Jacques Donzelot, eh bien, en fait, est liée au mouvement ouvrier et au mouvement socialiste, n'est-ce pas? Et c'est lui qui a permis, il faut le dire, en s'appuyant aussi sur le catholicisme social à la fin du XIXe siècle, d'inscrire le droit social dans le droit de la République. Et aujourd'hui, dans la Constitution, il est écrit que notre République est également sociale, et c'est évidemment une très bonne chose. Mais il faut ajouter que ce droit social, tel qu'il a été proposé en France par l'école du service public, n'est-ce pas, les juristes du Conseil d'État, Duguy, Oriou, ou pas du Conseil d'État, mais Charles Gide, eh bien, ont tous proposé d'appuyer sur ce droit social sur une intervention de l'État. C'est lié à un remaniement de l'État. Là aussi, n'est-ce pas, il n'en est pas parlé. Et alors, donc, ceci pour dire que je trouve que c'est très juste et qu'il faut évidemment prendre la crise sociale très au sérieux. Mais si le social est quelque chose de très important, est-ce qu'il suffit à lui seul, n'est-ce pas, à résoudre les problèmes de la République ? Personnellement, je ne le crois pas, et je vais vous donner deux exemples pour être courte. Bon, nous sommes tous en face, n'est-ce pas, de l'effondrement ou du déclin de certains services publics, l'enseignement, les hôpitaux, même la justice, n'est-ce pas? Or, est-ce que, au fond, on peut comprendre ce qui se passe uniquement à travers la rémunération des magistrats, des enseignants, des médecins? Je ne crois pas. Je crois que si on ne met pas ça en regard avec le fonctionnement de notre État administratif, on retrouve l'État qui a enlevé le pouvoir, par exemple, dans l'hôpital aux médecins pour le confier à des administrateurs, eh bien, on ne peut pas le comprendre. De même, la justice, la non-réforme de la justice, la non-réforme de la séparation des pouvoirs, c'est une question qui concerne l'État et la politique. Et je remarque aussi que aucun parti politique en France, aucune grande centrale syndicale n'a fait de ces questions, la réforme de la justice, la séparation des pouvoirs, la limitation de l'État et de l'administratif, pour démocratiser la société, on a fait une question actuelle, une question urgente. Autrement dit, n'est-ce pas, eh bien, si vous voulez, au fond, il y a du politique qui est laissé là absolument à la porte. Alors, pour finir, eh bien, Jean-Fabien Spitz attribue à la République, qu'il appelle intégriste, et au discours républicain, enfin presque tous les malheurs de notre société. Alors, cette République intégriste, qui ne voudrait, dit-il, qu'une unité culturelle de la République, n'est-ce pas, pour dénoncer toute diversité. Alors, je dirais, mais où est-ce qu'on la trouve? Sinon exclusivement hier dans le Front National et encore quelque part un peu dans le Rassemblement National. Et Jean-Fabien Spitz propose ici un redressement de la République qui passe par le séparatisme, tout simplement, appelons-le par son nom, c'est-à-dire la remise en cause de la loi et de l'égalité formelle, et surtout la remise en question sur des points tout à fait fondamentaux de la tradition républicaine, la laïcité, qu'il repense avec Jean Bobéro. Et là, je voudrais dire un mot, parce qu'il faut savoir quand même que Jean Bobéro,
un sociologue tout à fait reconnu, mais la seule personne qui, dans la commission sur la laïcité mise en place par Jacques Chirac et présidée par René Raymond et Alain Touraine, dont je pense que personne ne trouvera ici qu'ils peuvent faire figure de républicains intégristes, avait présenté les conclusions. La seule personne de la commission qui n'a pas voté leurs conclusions, des conclusions qui ont mis fin à toute la discussion, n'est-ce pas, sur le voile dans l'école et dans le lycée, et qui ont été adoptées unanimement, moins lui. Donc je ne pense pas que ce soit, n'est-ce pas, le penseur le plus canonique, n'est-ce pas, de la laïcité à la française. Deuxièmement, ce qu'il nous propose aussi, c'est l'application, en fait, du modèle américain en France pour développer la discrimination positive, les statistiques ethniques, les réunions, si vous voulez, racialisées du type woke, n'est-ce pas, qu'on voit évidemment aux États-Unis. À cela, je dirais que est-ce que la tradition américaine est la même que la tradition française? Je ne le crois pas, car il ne faut pas oublier qu'en Amérique, on a connu la ségrégation, n'est pas comme en Afrique du Sud, on avait connu l'apartheid. En France, on n'a pas institué la ségrégation, et même d'une façon plus fondamentale, n'est-ce pas, l'organisation, au fond, des rapports entre le politique et le religieux, ce que les Anglais ou Américains appellent secularism, elle s'est faite dans le monde anglo-saxon, monde protestant pour l'essentiel, en se reposant sur les individus, alors que ce qui nous a permis en France de sortir des guerres de religion, d'abord au XVIIe siècle et puis même encore une fois au XIXe siècle, c'est l'État. C'est l'État qui a mis toute sa puissance pour empêcher que les gens ne s'étripent et qui a reconnu la liberté de conscience et la liberté de culte. Et donc la laïcité à la française, n'est-ce pas, n'a pas à rougir, n'est-ce pas, de ce qu'elle a fait, puisqu'elle nous a donné la fin, n'est-ce pas, des guerres religieuses. Et ajoutons, si juste me permettre cette incise, que dans des départements comme la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française et le Sénégal, eh bien, très vite, la majorité noire de la population a voté. Et a voté majoritairement. Et puis, bien entendu, on a étendu ça à la décolonisation en 1945. Alors, je vais ajouter juste un dernier alinéa, si vous le voulez bien. C'est que, en fait, nous ne vivons pas dans un monde de politique enchanté où la République universelle serait le modèle de tous les régimes politiques, mais au fond, dans un monde plein de conflits, où il existe, n'est-ce pas, des terroristes qui ont tué des enfants et des vieilles dames juives, qui ont poignardé, qui ont décapité un professeur qui défendait la liberté d'expression, qui ont poignardé un prêtre qui était catholique. Anso, aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a encore le procès de ce qui s'est passé, je crois, à Nice. Donc nombre, et alors, autrement dit, n'est-ce pas, eh bien, toutes ces recommandations qui font bon marché de la sécurité, de la sûreté, me semblent au fond plus que légères. Et alors je vais ajouter, j'en terminerai là, que nombre de nos lois n'ont absolument rien de formel. Je vais prendre deux exemples, n'est-ce pas, l'égalité devant la loi des hommes et des femmes. Ce n'est pas formel, parce que ça veut dire que, par exemple, ici, le témoignage d'une femme, n'est-ce pas, ne vaut pas la moitié de celui d'un homme, que les femmes ne doivent pas demander ni à leur mari, ni à leur père, ni à leur mari la permission de se marier ou de divorcer. À la différence d'Algérie. Que de certains pays, n'est-ce pas, qui sont influencés par d'autres, disons, par des motivations religieuses, qui ne sont pas séparées de l'État. Et enfin, que, au fond, les femmes ne sont pas contraintes de se cacher dans des habits qui leur barrent une partie de l'accès à l'espace public et à la vie professionnelle. Et on pourrait même ajouter, mais je ne veux pas être trop longue, l'égale dignité, n'est-ce pas, des homosexuels, qui était un des combats de notre génération, indiscutablement, comme celui pour l'égalité des femmes, eh bien, qui a dépénalisé tout ce qui considérait, au fond, la vie de ceux qui appartiennent à des genres, comme on le dit aujourd'hui, n'est-ce pas, qui ont choisi des genres de vie différents, qui leur permettent maintenant d'élever des enfants, d'avoir une famille, sans qu'on les, si vous voulez, humilie, offense et qu'on les pénalise. Et donc, voilà. Alors, je conclurai en disant ceci. Au fond, un discours libéral, même quand il essaye de retrouver le social, comme on le fait ici,
aujourd'hui, et je trouve ça pas mal, est-ce qu'il est capable, à lui seul, de résoudre, au fond, tous nos problèmes politiques? Alors, moi, je dirais non, et je vous donne mes... Je suis un peu longue, hein, mais ça me semble mériter. Nous ne sommes pas seulement une société d'individus, n'est-ce pas, qui ne souffre pas la domination, mais nous avons aussi du commun, n'est-ce pas? Nous appartenons à une nation, la France, nous appartenons à l'Europe, nous avons une communauté politique dont il n'a pas dit un mot ici à propos de la République. Et enfin, alors je reconnais volontiers, n'est-ce pas, l'effort de la pensée libérale pour se rapprocher du droit social, et en particulier, j'ai beaucoup apprécié le chapitre de Spitz sur la fraternité, où il emprunte quelque chose à un historien du droit que nous aimons beaucoup ici, n'est-ce pas, Marcel David, pas dans le cœur du livre, mais il le cite en note. Mais rappelons que cette fraternité, au fond, n'a été possible, c'est-à-dire la mise en place d'un État-providence, aussi bien en France qu'en Angleterre, qu'en s'appuyant sur l'État. Bref. La pensée libérale, comme le montre aujourd'hui ce qui s'est passé dans le monde anglo-saxon avec la mise à jour de l'importance d'une tradition républicaine, eh bien, ne peut pas, à elle seule, si vous voulez, redresser la République, sauf à recopier ce qui est, au fond, ce qui est si différent de nous dans le monde américain. Alors, pardonnez-moi, j'ai été très... 10 secondes, si vous voulez, je vous fais mon analyse, 10 secondes. Alors, et vous? Ça, pas plus long. Je vous donne la parole. C'est une interprétation du libéralisme politique à l'américaine, hein, qui est congruente avec, je crois, tout entière en réalité, avec l'idéologie post-nationale, avec ses bons côtés, comme avec ses côtés les plus déréalisés. Je n'en dirai pas plus. Alexandre, l'idéologie post-nationale. qu'est-ce que vous diriez? Aujourd'hui, c'est Mélenchon. Bon, mais hier, c'était ça. Vous voulez dire quelque chose, Madame Isabelle? Votre présentation était extrêmement éloquente. Moi, ça me laisse un peu pantoise. Malheureusement, je n'ai pas lu le livre. Je m'interroge sur ce terme d'intégrisme. Oui, pourquoi veut dire, les intégrés, c'est ceux qui sont passés. C'est toute la tradition républicaine française. Enfin, cette virulence, oui. Non, mais ceux qui sont pour la laïcité traditionnelle, ceux qui n'admettent pas, n'est-ce pas, les réunions où on admet qu'un type de couleur de peau, ceux qui préfèrent aux statistiques ethniques et un contrat, n'est-ce pas, le contrat d'accueil et d'intégration, et ceux encore, si vous voulez, qui ne... Alors, maintenant... Je comprends bien. Ce qui m'inquiète, c'est cette utilisation du mot par Jean-Fabien Spitz, qui est... oui, du mot république. Et vous, Marielle, qu'est-ce que vous diriez? Mais il vient d'Amérique et il est fondamentalement dans cette gauche américaine qui est contre les libertés. Oui. Non, on peut pas. C'est bien sûr qu'elle elle est contre le commun. Elle est contre la politique commune. Marielle, vous voulez dire quelque chose? Des Blancs se réunissent avec des Noirs pour parler du racisme. Oui. Je ne vais pas pouvoir dire quelque chose sur quelque chose. Alors, Alexis, on t'écoute. Je pense, alors je le martèle comme une sorte de conviction. Il y a au fond deux branches aujourd'hui du patriotisme. Il y a le patriotisme républicain. Je ne suis pas là pour vous jeter des fleurs, mais vous en êtes une incarnation avec d'autres intellectuels. Je les citais parce que je tenais à les citer. Dominique Schnapper, chacun à leur manière. Vous avez remis ça au cœur de la matrice de la pensée française. Et au fond, d'ailleurs, la meilleure part du macronisme s'inspire en partie de cette pensée-là, qui est une pensée du juste milieu, au meilleur sens. Et puis, il y a un patriotisme qui tend plus vers une forme de conception... Il n'y a pas de patriotisme. Attendez, laissez-moi finir. Et il y a un patriotisme, en revanche, qui tend plus vers une conception ethnique de la nation, qui est celui, par exemple, du Rassemblement national. Mais nous ne pourrons, sur la durée, vaincre la victoire culturelle de ce patriotisme plus ethnicisé du Rassemblement national que si nous en tenons fermement sur le patriotisme que vous défendez. Et de ce point de vue-là, je le maintiens, j'en suis sûr. Spitz, c'est pas seulement l'Amérique, c'est pas seulement l'idéologie américaine, c'est le post-national. Et tant qu'on va confondre la République, enfin, tant qu'on va faire le procès de la République à partir du post-national, on tendra, si vous voulez, on tendra les bras et on favorisera la victoire ultime du lepenisme. Vous avez d'autant plus raison, Alexis, que j'ai souligné que le politique était en grande partie absent de ce discours, mais ce qui m'a aussi énormément frappé, c'est que la France, n'est-ce pas, et l'Europe sont également jamais nommées. Or, nous sommes plusieurs ici à savoir que nos parents
en fait, ont mis leur vie en jeu, n'est-ce pas, à la C'est le précédente commun. guerre, Si vous voulez, pour la France. C'est pour le que la commun, France soit c'est le commun de nos survie. communautés de destin, communauté de destin nationale, communauté de destin européenne, qui est systématiquement niée par cette pensée post-nationale, qui me paraît donc aujourd'hui aussi, si ce n'est même plus dangereuse d'une certaine manière, que la pensée, disons, du patriotisme ethnicisé que le Rassemblement national peut développer. Mais si on veut faire gagner le Rassemblement national, on continue comme Alors, ça. C'est super. Alexandre, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que vous diriez? Pas grand-chose, sinon que il y a eu deux formes. Une forme absolutisée, qui était celle du général de Gaulle, qui a montré sa colère, l'incapacité de comprendre l'immense onde de choc qu'a été la libération de Paris, où on voit sa colère présente. Et au contraire, on a le personnage radieux qui était son vrai successeur, le général Leclerc, qui lui, au contraire, a compris l'importance qu'avait été l'insurrection parisienne et qui a donné, bon, je m'excuse de le dire, mais c'est tout à fait vrai, c'est de votre père, oui, mais c'était aussi tous ces gens qui ont fait cette insurrection parisienne et il les a accompagnés. Il les a accompagnés à l'hôtel de ville, il les a accompagnés pour se débarrasser de von Choltitz, le commandant allemand, qui n'est évidemment pas le responsable du fait que Paris n'a pas brûlé. C'est l'insurrection nationale qui l'a fait. Et cela, c'est Leclerc. Et il y a donc une voie moyenne, parce que Leclerc était un fidèle du général, c'était aussi un homme des services secrets, c'est un homme qui connaissait parfaitement la politique et ses complexités. Son frère a été assassiné par les Allemands, et pour cette raison-là. Donc oui, c'est un homme qui n'était pas du tout né de la dernière pluie, mais c'était un homme qui était capable de donner sa chance à la liberté. Merci Alexandre, parce qu'au-delà de la République intégriste, il y a la République intègre. Merci.